nos institutions pour que les choix politiques soient à la hauteur des enjeux. Un vaste programme. Merci. Bonjour à tous. Alors oui, quand je me suis dit sur le sujet embarquons les institutions, je vais le faire, je suis intéressée. Je suis intéressée certes, mais j'y connais rien. Je suis comme beaucoup d'entre vous, je suis restée longtemps dans ma petite vie tranquille. Même si je n'étais pas sur contemplatrice, j'avais l'impression que le mur, il était très haut. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que le mur, il était devant moi. Parle plus fort. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que le mur, il était devant moi, je serais contemporaine de surtout beaucoup, d'un gros bazar, pour rester poli. Donc là, je me suis dit, j'ai pas le choix. Faut que je bouge, créer du lien, agir ensemble. Mais les motifs, et je crois que tous ceux qui ont pris ça à corps, même s'ils ne sont pas des gens très actifs, ils se sont dit on va prendre ça à corps. Et entre autres, on sait que, comme l'a dit Gaël, il y a notre niveau individuel, on peut réfléchir individuellement à notre façon d'agir, comme on peut agir, mais c'est clair qu'au bout d'un moment, c'est bel et bien à nos institutions, au niveau local, il faut que le politique suive. Voilà. J'ai pas la solution, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt, lors de mes recherches, j'ai cherché à savoir quel a été le ressenti déjà au niveau des institutions, quel a été le feeling, et j'ai eu l'occasion de tomber sur certains rapports qui étaient très intéressants. D'abord, en préambule, donc évidemment, un appel à accélérer la transition. Je prends mes notes. Donc, à tous les citoyens, toutes les citoyennes, nous pouvons engager la transition écologique sur nos territoires. Face à l'aggravation du dérèglement climatique, les engagements pris par les États du monde entier à la COP21 sont dramatiquement insuffisants, comme on a pu le voir. Ils nous conduisent, si on continue comme ça, vers une catastrophe planétaire dans les décennies qui viennent et menacent d'ores et déjà les populations les plus vulnérables. Pourtant, tout n'est pas perdu. Selon le dernier rapport du GIEC, tout récent, 5 ans de cette année, 50 à 70% des leviers d'action se situent au niveau local. Ainsi, chaque élu local, chaque citoyen, citoyenne, peut s'emparer de ce problème, apporter des solutions efficaces, réplicables, faciles à mettre en œuvre au niveau de son territoire. De nombreuses solutions existent, on les connaît, mais elles doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible et par le plus grand nombre. Je reviens évidemment sur tout ce qui est repas bio, végétarien dans les cantines, les pistes cyclables, les économies d'énergie, l'approvisionnement en énergie renouvelable, la relocalisation de l'économie, il y a des monnaies locales, l'économie circulaire, etc. Bref, des choses dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler. Un constat. Je suis tombé, un peu par hasard, je vais vous parler d'un rapport fait par une délégation du Sénat, la délégation de la prospective. Et c'est un rapport très intéressant, je vous invite, alors je dis tout le monde, allez le voir. Il a beau faire 150 pages, il est très lisible, très abordable. Et en plus, il est très concret, c'est vraiment les politiques qui se sont posés la question, voilà. Et le titre de ce rapport, c'est « Adapter la France au dérèglement climatique à l'horizon 2050, urgence déclarée ». Et là, ce sont les sénateurs qui le disent. Voilà. Et en préambule, donc c'est tout frais, vous voyez, c'est du jeudi 16 mai, après ça a été présenté ce rapport. Le rapporteur a dit: en préambule, je souhaiterais insister sur le fait que ce rapport vise à faire prendre conscience à tous les acteurs de terrain, qu'ils soient politiques, économiques, mais également à nos concitoyens, de la nécessité de prendre des mesures d'adaptation face au changement climatique. Et là, il s'est concentré vraiment, ce rapport se concentre vraiment sur la France, à l'heure actuelle, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Le réchauffement climatique et ses stigmates sont déjà là. Les températures moyennes en forte augmentation dans toutes les régions de France, les vagues de chaleur plus fréquentes et plus fortes, les niveaux de la mer qui s'élèvent, avec le risque de submersion de certaines zones littorales, sans compter l'érosion, les régimes des précipitations qui sont modifiés et qui perturbent les cultures, la fonte des glaciers, la neige moins abondante, qui dit neige moins abondante, moins d'eau dans nos cours d'eau, je vous passe les meilleurs. L'évapotranspiration accrue, accentuant les pressions sur les ressources hydriques. Ça veut bien dire ce qu'on sait, vous avez pu entendre parler. On a un problème en termes de ressources hydriques. On a en été nos cours d'eau qui, pour certains, ont un débit qui descend en moyenne de 30 à 40%, quand certains ne sont pas complètement à sec, alors qu'on ne l'avait jamais vu. Et ça affecte aussi bien les activités agricoles que touristiques,
que la biodiversité, les milieux aquatiques, enfin bref, ça touche tout le monde. Tout le monde est concerné. Or, ces premiers stigmates ne sont que des prémices de bouleversements de plus grande ampleur. La France doit donc se préparer à absorber un choc climatique inévitable. Ce rapport du Sénat dresse l'état des lieux, des bouleversements climatiques et de leur impact, et formule des propositions pour amplifier l'effort d'adaptation de la France face aux défis sanitaires, économiques, écologiques que pose ce changement climatique. Donc, toujours selon ce rapport du Sénat, qui est très bien fait, donc je vous invite à lire, toujours, il détaille certains enjeux majeurs que vous connaissez tous, mais il les reprend bien détaillés. L'accompagnement des territoires particulièrement exposés, les territoires d'outre-mer, pour ne pas citer nos îles qui ont été ravagées par des cyclones de plus en plus forts, les littoraux face à l'érosion, les risques de submersion, les montagnes avec moins d'enneigement, adapter évidemment le bâti et l'urbanisme au climat de demain. Comment construire ou aménager en zone inondable? Il y a des solutions qui ont été mises en place dans certaines communes qui sont très intéressantes. Construire et aménager pour faire face aux vagues de chaleur extrêmes. Mettre en place des politiques de gestion de l'eau adaptées au changement climatique. Réduire les tensions sur les ressources hydriques. Il y a même des idées très intéressantes sur différents rapports, entre autres de revenir, on se rend compte que finalement dans notre territoire, on aurait peut-être suffisamment d'eau, mais c'est mal réparti. Revenir à la répartition, refaire des canaux, enfin bref, il y a des solutions. Évidemment, soutenir la transformation du secteur agricole. Appuyer la transformation agricole avec les connaissances actuelles, adapter le système agricole, la mutation vers l'agroécologie, la recomposition de la carte des France des cultures. Accompagner l'agriculture face à la transition climatique, oser poser la question de la mobilisation de la ressource en eau pour l'agriculture. Et tout ça, c'est dans ce rapport du Sénat. Et pour en venir après un constat à ce qui se passe et ce qu'on peut faire, toujours selon ce rapport du Sénat, on se rend compte que le volet adaptation était un parent pauvre des politiques locales. C'était souvent un volet atténuation pour faire en sorte que sur les moyens de transport, sur les transitions énergétiques, sur la limitation des gaz à effet de tout ce qui génère des gaz à effet de serre, etc. Aujourd'hui, la prise en main par les communautés, la communauté, des questions liées au changement climatique démarre à peine. Certaines communautés sont pionnières, mais elles restent peu nombreuses. Parmi les entrées investies par les communautés métropoles, les enjeux liés à l'eau, les enjeux liés au développement économique, l'aménagement, la nature en ville sont très importantes. On se rend compte que les intercommunalités ont un grand rôle à jouer en matière d'adaptation, et elles ont des compétences légales. La loi donne aux intercommunalités un rôle central en matière de définition et de mise en œuvre des politiques opérationnelles d'adaptation. Le plan climat-énergie territorial, qui est en train de se mettre en place ici, le PCAET, désormais obligatoire, dont doivent découler les nouvelles orientations et les règles opérationnelles des documents intercommunaux de planification, le PLU, le plan local d'urbanisme, le PDU, le plan de développement d'urbanisme, le PLH, l'habitat, ainsi de suite. Le niveau communal est l'échelon qui a vocation à jouer un rôle croissant. Il faut savoir que le maire est en charge de l'information des habitants de sa commune sur les risques climatiques susceptibles de toucher son territoire et de la gestion de crise vis-à-vis de sa population. Mais en raison de sa proximité avec les administrés, l'échelon communal est un échelon qui a vocation à jouer un rôle croissant dans le domaine de la cohésion sociale et de l'assistance aux ménages les plus vulnérables devant les dérèglements climatiques. Donc vous voyez, c'est pas... Je veux dire, on se rend compte qu'à plusieurs niveaux, ils sont conscients, le politique est conscient. Maintenant, dans ce rapport aussi, ils disent qu'ils se rendent compte qu'au niveau, au niveau de l'État, il faut beaucoup plus de travail, évidemment, transverse. Le fait qu'une décision économique impacte l'agriculture ou que l'agriculture prend une décision qui ne va pas être économique, enfin bref. Ils ont du boulot. Mais que nous, vraiment, en tant que citoyens, on peut prendre les choses en main et on a vraiment un pouvoir pour faire changer les choses. Parce qu'on sait très bien que les politiques, en général, ils sont frileux, mais quand la population a basculé, les décisions politiques, souvent, ils légifèrent une fois que la population est convaincue. En général, ils ne vont pas aller vers... sauf cas particulier. Et puis, juste pour venir, une petite anecdote, mais il y a des fois des gens
Ils disent, ah oui, on va pas nous empêcher de faire ci, faire ça, mais bon, quand l'État légiférait sur les limitations de vitesse, sur l'interdiction du tabac dans les restaurants et tout, on s'y est fait, quoi, on a survécu, et c'était pour notre santé. Le fait que l'État puisse prendre certaines décisions qui sont peut-être pas super, on aura l'impression qu'on perd en liberté, mais c'est aussi malgré tout peut-être pour notre bien-être, au final, et de tout le monde. Et on arrive, on va dire, à l'échéance qui nous intéresse, les municipales de 2020. Voilà, on peut dire que c'est une année charnière. Parce qu'il s'agit du dernier mandat pour le climat. Les maires qui vont être élus en 2020 auront jusqu'en 2026 pour essayer de mettre en place des choses, sachant que la date limite donnée par le GIEC est 2030. Donc on peut dire que les prochains maires, les prochains élus auront du boulot. Et puis, les municipales, ça constitue une opportunité. Parce qu'en période électorale, les candidats sont particulièrement attentifs aux attentes des citoyens. Et c'est une nécessité d'agir, de les faire agir. Faire sortir de la politique publique, d'un espace fermé entre élus techniciens, se faire reconnaître par la collectivité comme représentant la société civile, et c'est un des rôles, on va dire, que notre collectif local veut avoir, gagner en légitimité, en représentativité, et devenir incontournable dans la construction des politiques publiques. Donc c'est aussi un point qu'on peut avoir en disant, voilà, on est nombreux, on veut faire bouger les choses, on n'est pas juste un citoyen qui va attendre que quelques élus, une poignée, quelques dizaines décident pour nous, on participe. Non seulement on veut faire porter nos idées, mais on veut participer aux choix, aux décisions. Voilà. Sur ce sujet, on peut dire que Municipal 2020, on n'est pas les seuls à y penser. Il y a un paquet d'organisations qui se sont penchées dessus. Je vous cite pas tout ça c'est des associations, des ONG, j'en passe c'est les meilleurs, qui se sont dit, voilà, les Municipales 2020 en France, en tout cas, c'est une période, c'est le moment. Donc, ce qu'on appelle le projet Alternative Territoriale. Il y a aussi un collectif qui s'appelle Transition Citoyenne, qui a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle le pacte de la transition, dans lequel il détaille beaucoup on va dire, de mesures qu'on peut mettre en place, et comment, et pourquoi, et les freins ou pas freins, enfin, c'est très bien expliqué. Des exemples. Évidemment, les mesures à mettre en place, proposées dans ces différents rapports, parce que je vous en ai plusieurs, elles touchent plusieurs domaines. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails forcément, mais tout ce qui touche agriculture et biodiversité, avec développer les filières paysannes, préserver le foncier agricole, empêcher, bon sang, l'artificialisation des sols sur les sols agricoles, qui non seulement nous fait perdre la surface agricole, mais accentue l'évapotranspiration, je vous en passe, c'est des meilleurs. Voilà, l'alimentation biologiquement incarnée, évidemment, protéger la ressource en eau, toute une liste de mesures. Les énergies, évidemment, tout ce qui concerne en effet la rénovation, l'habitat, la consommation d'énergie des bâtiments publics, ça y a sûrement moyen. Puis aussi nos rues, pourquoi allumer la nuit des rues qui sont pratiquement pas empruntées, en plus ça perturbe la faune locale. Donc voilà, ça c'est un détail, mais bon. L'habitat, bon bref, je passe très vite sur tout un détail. L'économie, l'air de rien aussi, le fait de recentrer certains... typiquement, d'avoir une politique ambitieuse d'achat public. Quand une municipalité fait des appels d'offres pour des travaux, qu'il ait vraiment un projet ambitieux en termes de respect d'un certain nombre de choses pour favoriser leur biodiversité, l'usage des matériaux, j'en passe à les meilleurs. Parce qu'on sait que le BTP en général fait toujours le minimum et attend vraiment des mesures à la limite qui viendront pour leur dire ok, c'est ça les nouvelles normes, on va les appliquer. Mais rien n'empêche une municipalité d'être ambitieuse et d'exiger un certain nombre de choses. La mobilité, évidemment, vaste sujet, puisque la voiture est un gros problème, et que si on n'a pas de moyens de pouvoir changer une façon de bouger, voilà, faciliter la mobilité, le covoiturage, les transports en commun, vaste sujet aussi sur notre territoire. Au niveau social aussi, voilà. Au niveau démocratie, citoyenneté. Comment on peut faire renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, de co-construction avec la commune et de ces groupements. Bon, je vous passe les détails, mais il y a de quoi faire encore. Alors, comment agir, nous, là? Bon, déjà, informer, sensibiliser ses concitoyens, les maires, faire en sorte que les gens autour de nous se sentent concernés par ce qui se passe sur leur territoire, de ce qui se passe, de ce qu'ils peuvent faire. Je pense qu'il est bon qu'on fasse le tour de toutes les communes, et qu'on dise aux gens, mais comment vous vous sentez, à votre avis, qu'est-ce qui serait important? Si vous devez changer justement certains de vos comportements individuels, quels sont vos freins? Demander les informations sur la gestion de la commune. Souvent c'est assez opaque,
On a des informations sur des budgets, ce qui est fait, mais pourquoi, comment, quelles décisions ont été prises, est-ce que c'est pertinent? Honnêtement, moi, je n'ai jamais vu. Exprimer ses revendications, interpeller les élus. On peut très bien écrire à son maire, à son député, à titre individuel. Maintenant, le but aussi de se mettre en collectif groupement, c'est d'arriver à être reconnu, plus légitime et tout ça. Rassembler et mobiliser ses concitoyens aussi autour d'actions concrètes sur le territoire. Il y a des choses à faire, il y a peut-être des revendications, des choses que l'on veut voir faire ou ne pas faire. Évidemment, à l'élection municipale, il va falloir demander à tous les candidats aux élections de se positionner sur tous ces enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité. Et évidemment, après, suivre les engagements que ces élus auront pu nous donner et continuer à être force de proposition tout au long de leur mandat. Bref, il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est l'affaire du siècle. C'est notre affaire ici. Voilà. Ah, donc, je reviens au leitmotiv, agir ensemble. Rejoignez-nous au collectif l'affaire du siècle ici. Juste une petite aparté, c'est vrai qu'il y a un autre livre aussi que j'ai lu qui est très très intéressant, qui est la master, et justement il y a des sénateurs qui sont pris en ça, qui s'appelle aussi, pour ce qui est de l'alimentaire, le fait de réorganiser vraiment nos productions agricoles au niveau territorial. Un livre qui s'appelle Résilience alimentaire et sécurité nationale, en disant que si en effet, le problématique qu'on a, c'est 97% des choses qui sont produites sur un territoire sont exportées. Et inversement, 97% des choses consommées sur un territoire sont importées. Donc il est important de se réapproprier aussi le foncier et de garder, je veux dire, une cohérence locale en termes de production alimentaire. Parce que si jamais il y a des ruptures de... Et puis de faire comprendre aux concitoyens, et même des gens qui disent carrément des sénateurs, c'est très intéressant ce livre, parce qu'il y a tout un questionnaire qui a été vraiment envoyé à des gens un peu petit public de tous bords, où ils disent qu'il faut vraiment que les gens se réapproprient le fait qu'on a tellement l'habitude d'avoir tout facilement dans son intermarché du coin que si jamais on n'a plus d'approvisionnement pour avoir rupture, inondation, blocage des gilets jaunes, j'en sais, et les rayons sont vides. Alors que là où il y avait une production locale qui pouvait se déplacer facilement, il y avait nettement moins. En tout cas, il y avait des produits qu'on trouvait. Donc ça, c'est juste une petite aparté pour ce qui est de l'organisation de l'alimentation. Voilà. Sans enfoncer le clou, merci. Je précise simplement que Paris et la Petite Couronne, c'est 3 jours de vivres essentiels disponibles. Paris et la Petite Ceinture. Oui, les magasins ont 2-3 jours de stock. 3 jours maximum disponibles. Voilà, c'est tout. Nous, on essaiera de se sortir de l'affaire. Non, il n'y a pas que les jardins, mais bon, le fait de faire localement déjà. Merci beaucoup, Laure, pour cette présentation. S'il y a quelques questions relatives à ta conférence, si quelqu'un veut poser quelques questions, on a encore un petit peu de temps. Voilà. Je dirais. Allez, monsieur. Les médias aussi, il faudrait qu'ils nous assistent aussi. Et qu'ils nous bombardent un petit peu sur l'écologie, enfin pas trop parce que sinon ça va nous étouffer, mais ça serait peut-être bien aussi. Au niveau national, hein, au prime time et tout. Il n'a pas accès. Nous, ici, on n'a pas accès au prime time national. Il faudrait faire quelque chose d'extraordinaire. La presse locale. C'était comme à la suite de la question que j'ai posée tout à l'heure. En fait, moi je viens du monde industriel et on a des objectifs très pragmatiques et très concrets, et notamment dans le développement durable, on se met des objectifs. Et ce que je crois comprendre de votre intervention, c'est que le citoyen collectivement, aujourd'hui sur la zone du Fouquet ou de la nôtre, n'a pas cet objectif mesurable qui permettrait d'avoir des actions concrètes, partagées, connues de tous, avec une action collective. Peut-être travers des engagements qui peuvent être pris. C'est-à-dire que la manière, une des réflexions qu'on avait aussi, c'est de se dire à un moment donné, on est, je pense, plus ou moins tous sensibilisés à ça, donc on a tous envie d'avancer. Et en même temps, si on doit aller concrètement en disant qu'est-ce qu'on attend pour le territoire, qu'est-ce qu'on veut faire, quand est-ce qu'on y est, quand est-ce qu'on a réussi ce qu'on voulait faire en fait, on serait incapable de le formuler. Donc notre boulot à nous, c'est de se dire, si on veut vraiment avancer, il faut qu'on soit concret, il faut qu'on soit très clair. Pas qu'on soit dans l'approximation, dans l'invective, dans les grandes idéologies, il faut qu'on soit concret en disant ce qu'on veut pour les territoires, c'est d'arriver à tel point d'arrivée. Là, quand on y sera, on considérera qu'on a réussi notre pari. Et donc, ça veut dire aussi une exigence sur nous pour qu'on arrive à formuler tout ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on regarde concrètement quelles sont les difficultés qu'on aura à surmonter, pas juste
faire comme si tout va se dérouler tout seul, parce que si ça ne se fait pas aujourd'hui, c'est que c'est pas évident. Ce que disait Laure à juste titre sur les systèmes alimentaires, le fait qu'on a que 3% de ce qu'on produit qui reste ici et réciproquement, c'est parce qu'on a aussi des systèmes organisés, industriels, économiques et tout ça, qui n'ont pas un intérêt immédiat à ce que ça change. C'est très complexe, donc en fait, il faut qu'on soit à la fois très concret dans ce qu'on veut produire et dans le chemin qui nous permettra d'aller vers ça, avec toutes les difficultés qui sont sous-jacentes et qui peuvent être levées seulement si on les identifie clairement. Donc, passer peut-être aussi d'une logique, on a été pendant longtemps dans des politiques plutôt de moyens, en disant bon, c'est 5% du budget qu'on met là-dessus, pas plus, parce que le reste c'est les trottoirs, c'est la voirie. Peut-être que là, il faut qu'on change de cap en se disant notre objectif c'est d'aller vers tel résultat final, c'est ce qu'on veut obtenir, et si on doit changer nos budgets, soumettons-le à une discussion collégiale, impliquons les citoyens, impliquons tout le monde, et acceptons d'aller, ou de cheminer en tout cas vers tel ou tel résultat. Juste une petite remarque, c'est vrai que les objectifs c'est bien beau, mais ce ne sont pas des objectifs de temps aussi, de délai. On voit bien que c'est 2030. C'est ça. C'est la fonction, on va à tel endroit, et on y va en un an. On va dans le mur. Alors la question subsidiaire, c'est à partir de là, une question que je me pose, c'est est-ce que le système démocratique que nous avons nous actuellement convient-il aux résultats qu'on veut obtenir? Actuellement, on voit qu'en fait, dans le milieu de la finance, il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui se font dans les entreprises éthiques et durables. C'est une croissance à 2 chiffres. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Et si ça continue, s'il y a un emballement comme c'est le cas, ça peut prendre une ampleur incroyable. Et voilà, je suis bien placé pour le savoir. Pour travailler aussi dans le milieu de la finance, c'est vrai que je me suis rendu compte que les banques, on peut dire, il n'y a pas que des choses ils font, ils ont des contestables. Ils sont bêtement pratiques aussi de leur côté. Après, on peut même pas aider, mais c'est de se dire, on veut faire du chiffre, parce que je sors du chiffre, on est d'accord, mais bon. Mais qu'est-ce qu'il y a de risque, qu'est-ce qu'il n'y a pas de risque? Et plus ça va, plus ils disent, bon, ok, ils suivent la tendance, ils essaient de faire en sorte d'être, voilà. Et finalement, quand on a besoin de financement, s'il y a tout intérêt, si une entreprise bio est beaucoup plus viable et pérenne en tant qu'un truc qui fait de l'agroécologie intensive, enfin de l'écologie intensive, enfin de l'agriculture intensive, ils vont se dire oh là, le vent tourne, c'est pas bon, pour plein de raisons, ça c'est parce que les forêts amazoniennes brûlent et puis peut-être qu'un jour il n'y a plus de pétrole pour les tankers pour nous l'amener, enfin bref. Ça pour dire que ça change, mais à tous les niveaux, les gens sentent le vent. Je voudrais aussi simplement, parce que ça va avec les investissements, effectivement, qu'est-ce qui va rapporter de l'argent? Il faut qu'on soit aussi extrêmement attentif sur la charte bio. Parce que nous, on entend aussi une démarche éthique de nos producteurs, ce qui n'est pas dans la charte française. Il y a simplement l'interdiction d'utiliser certains types de pesticides. Et puis aussi les modes de production. Il faut savoir quand même que le bio et l'agroforesterie vont vers des techniques extrêmement gourmandes en énergie. Ils commencent à parler de produire hors sol, qu'il y ait des tomates bio tout le temps. Non mais d'accord, mais il faut qu'on fasse attention parce qu'on va nous vendre ça comme bio. Après, il y a de la récupération, il y a des amalgames qui sont faits, mais sinon l'agroécologie en soi, c'est la grande solution pour justement, vous connaissez le 4 pour 1000 qui avait été initié par le ministre Le Foll, Stéphane Le Foll. C'est excellent, c'est-à-dire faire des couverts végétaux pour limiter justement l'évaporation de l'eau dans les champs et stocker le carbone dans la terre, parce que qu'est-ce qui se passe dans l'industriel, c'est qu'avec le système des monocultures, il y a beaucoup de carbone qui s'évapore dans l'atmosphère. L'agroécologie, c'est une des solutions pour limiter l'impact carbone dans l'atmosphère. Voilà. Mais il faut que ça soit fait correctement. On laboure encore beaucoup dans le train. Si c'est pas on a pris tout en labourant, je comprends pas, ils ont appris quoi à l'école? Le problématique, c'est qu'on se rend compte finalement que les paysans, enfin en tout cas les agriculteurs professionnels, ils ne sont pas du tout autonomes, ils sont les esclaves du système. Juste pour répondre à la question de M. Lamarck tout à l'heure, sur le système démocratique, c'est pas le système démocratique qui est en cause, c'est le système de représentation qui est en cause. Et c'est la participation citoyenne, Laure l'a bien soulevé. Ce qui est en cause, c'est pas la démocratie, c'est la façon dont aujourd'hui on organise la représentativité. C'est ça qui est en cause. Et c'est justement ce qu'au collectif on souhaite mettre en avant. Une des idées, c'est aussi par exemple
Bon, excusez-moi, la salle doit être libérée, je suis désolé. On vous propose de continuer ces échanges si vous désirez près de notre stand. Le stand, il est au centre du dispositif, au propre figuré. Et il s'intitule l'affaire du siècle ici. Merci à tous d'être venus. On vous offre un verre et des choses à grignoter si vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Merci. Dans 10 minutes, la prochaine conférence sera ici. C'est cool. Elle est partie.